a qui l'appellent une existence facile, ce garçon, et pourtant, c'est un personnage qui est de très bonne composition. C'est un gentil garçon. C'est ça qui m'amuse beaucoup. Je lis souvent, justement, dans les chroniques, que Sheridan, c'est un gentil, c'est le gamin qui va accorder sa confiance tout de suite et tout. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est parce qu'il est télépathe et qu'il sait tout de suite ce que pensent les gens qu'il peut accorder sa confiance à ceux qu'il perçoit comme n'étant pas un danger pour lui. Est-ce que l'impression ne vient pas du contraste avec Cédric aussi, qui est plutôt un personnage assez sombre, assez pessimiste, où par rapport à lui, on a l'impression d'avoir en face Sheridan qui est un personnage... Sheridan, il est complètement dans... c'est un enfant plus ou moins sauvage, puisqu'il grandit dans une forêt sauvage et en dehors de toute société. Donc, pour lui, tout ce qui est... les émotions, le rut dans la forêt, tout est naturel. Il n'y a pas la pression sociale, il n'y a pas les tabous, il n'y a pas... Donc voilà, alors... je veux dire... Il n'y a rien qui le choque au départ. Ce qui va le choquer, ça va être par exemple la première fois qu'il va voir des arbres dans des arbres en pot, dans des caisses en bois, et il ne comprend pas pourquoi on fait pousser des arbres dans les cadavres de leurs frères. Donc mais lui, il est tellement dans la nature, il est tellement dans la spontanéité, et puis voilà, c'est tout simple. Donc lui, il n'a pas peur de ses émotions. Voilà, il est très spontané. Et en même temps, le fait de tuer, pour lui, c'est pas un problème. Il assume complètement le fait qu'il a cette faculté. Et puis, s'il y a un danger, il va pas hésiter à tuer. Alors que Cédric, qui lui veut pas détruire et qui n'est d'ailleurs pas vindicatif, lui, il a jamais tué personne. Son frère, il est enfant, il a déjà tué les gens. Et pourtant, mais Sheridan, c'est un gentil. Ah oui, il le fait pas par méchanceté de tuer, mais ça m'amuse beaucoup en fait, le décalage des perceptions par les gens de notre culture. En fait. Chloé Chevalier, on a parlé du statut de suivant et de suivante, puisque ce sont essentiellement des suivantes qu'on suit dans Véridienne. Il y a, on l'a dit, c'est un statut qui se décide alors que ce sont encore des nouveaux-nés. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a effectivement, il faut bien qu'on leur explique quel est le rôle de la suivante et comment il va falloir l'assumer, et surtout quelle situation ça donne, parce qu'il faut quand même préciser que ça veut dire, comme on évoquait avec Adrien tout à l'heure, qu'on a sa vie dès son premier jour qui s'arrête. On ne connaîtra pas sa famille, on ne connaîtra pas le milieu dans lequel on est issu. C'est ça. Et on se retrouve dans cette situation où on nous impose un destin. Voilà, donc voilà, tout ça exactement, sauf que ça c'est dit dès le prologue, on assiste à la fin d'une coutume, en gros, à l'échelle du cycle. Donc c'est comment cette tradition des suivants, à force d'être un peu malmenée, va vivre ses derniers jours. Donc oui, donc déjà le suivant. C'est l'autre côté. Oui, on assiste donc à la fin de cette tradition, puisque là, déjà en plus, il y a eu des ratés. Voilà, il y a eu des ratés. Théoriquement c'est un seul suivant par prince ou par princesse. Déjà, d'emblée, ça commence mal, puisqu'il y a un des deux rois qui doit trouver une suivante pour sa fille. Il a un petit peu la flemme, il en trouve une qui n'est pas du bonjour, donc il la ramène quand même, puis après on lui en emmène une autre, donc finalement la princesse se retrouve avec deux. Donc déjà que ce lien est un peu compliqué quand on est à deux, quand en plus on se retrouve à trois, ça devient vraiment difficile. D'autant plus que le suivant c'est un peu une pièce de rechange, c'est-à-dire dans les règles de succession, le suivant a au fond quasiment le même statut que quelqu'un de la vraie lignée royale. C'est-à-dire si le prince ne fait pas d'enfants ou si tous ses enfants meurent, c'est le suivant qui hérite ou les enfants du suivant. Ce qui fait que ça complique les lignes de succession. Mais que pour officialiser un peu tout ça, on pratique une sorte de... On pourrait quasiment appeler ça un mariage à trois, puisque au fond, quand le prince, par exemple, se marie, il épouse aussi... son suivant prend part à cette union. Donc déjà, ça... C'est vraiment un double, quoi. C'est un terreau particulier parce que ça peut être à la fois, et on le comprend bien au fur et à mesure en regardant les différents cas que vous nous présentez, ça peut être un terreau à la fois d'une immense complicité et d'une immense complémentarité, comme ça peut devenir le terreau d'une immense rivalité. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est un des sujets du cycle, c'est comment ces différentes relations vont bien ou mal tourner, comment ça va être des fois un soutien et un atout énorme, et des fois quelque chose qui va créer des situations, mener à des situations vraiment très très graves.
parce que à un moment, c'est aussi un problème d'ego. Si la suivante, elle a finalement plus d'ambition que la princesse, qu'elle est censée juste soutenir, ça va être compliqué, ou l'inverse. Si il y en a une qui a un caractère complètement effacé face à la princesse qui est un peu folle, comment ça va se passer aussi. Donc on a tout ça. Et puis si aussi il y en a une qui en a pas envie de ça, qui a envie de, je sais pas, plutôt s'occuper de sa famille. Dans quelle mesure on peut déroger à cette tradition qui a déjà été bien secouée? Est-ce qu'on peut lui donner le coup de grâce ou est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que vraiment elle est valable, intéressante? On le saura dans le tome 2. Oui, et après. Voilà.